Dans un laboratoire unique au monde, une équipe se prépare pour une intervention. Les plus strictes précautions sont prises. Ok. Car ce qu'elle s'apprête à faire est très inhabituel. Le patient est mort il y a plus de 5000 ans. Voici Otzi, l'homme des glaces. Sa dépouille, quasiment intacte, est l'une des plus anciennes et des mieux conservées jamais découvertes. La découverte d'Otzi reste à ce jour l'une des plus prodigieuses de l'histoire de l'humanité. Nous sommes en 1991. À 3200 mètres d'altitude, dans un glacier des Alpes italiennes, tout près de la frontière autrichienne, 2 randonneurs tombent sur le corps d'un homme en partie enseveli dans la glace. Ils sont loin de se douter qu'ils viennent de faire une découverte d'une importance majeure. Ils pensent avoir affaire à un alpiniste, voire à un soldat de la Première Guerre mondiale, qui se serait égaré dans la montagne. Tout en filmant la scène, il dégage de la glace différents objets qui semblent remonter bien plus loin dans le passé. Un couteau taillé dans la pierre, une chaussure garnie de foin, un carquois rempli de flèches, des jambières en peau et une lame de hache en cuivre. La datation par le carbone 14 révélera plus tard que ces objets et la dépouille momifiée ont été conservés dans la glace durant plus de 5000 ans. Otzi devient une star internationale, mais aussi un trésor scientifique. C'est le corps humain le plus ancien qu'on ait retrouvé et qui soit aussi bien conservé. Et il intéresse toutes les disciplines scientifiques. Il s'agit peut-être bien de l'être humain le plus étudié de l'histoire. La technologie actuelle permet de découvrir de nouveaux indices et de révéler d'autres secrets surprenants sur cet ancêtre mystérieux et le monde dans lequel il vivait. Des étranges tatouages dessinés sur sa peau jusqu'à l'ADN de ses os, tout est analysé. Les chercheurs étudient son code génétique pour essayer de connaître ses véritables origines. Trouver ses éventuels descendants dans l'Europe d'aujourd'hui et découvrir enfin certains aspects de la vie quotidienne à la fin de l'âge de pierre. Otzi nous en apprend beaucoup sur le mode de vie en Europe il y a 5000 ans. C'est comme si on avait trouvé l'Arche d'Alliance. Est-ce que c'est important? Oui, très. Les premières révélations concernent l'homme lui-même. Au moment de sa mort, il avait environ 45 ans, mesurait 1,57 m et pesait dans les 50 kg. Le séquençage complet de son génome a permis d'établir qu'il avait les yeux marrons, les cheveux foncés, qu'il avait la maladie de Lyme et était prédisposé aux maladies cardiaques. Néanmoins, ce ne sont pas ses problèmes de santé qui l'ont tué. On a d'abord pensé que l'homme des glaces était mort gelé pendant une tempête et s'était retrouvé enseveli sous la neige. Mais en examinant ces radios, un spécialiste a repéré une chose étrange, jusque-là passée inaperçue. Une pointe de flèche était profondément fichée dans l'épaule d'Otzi. La pointe de flèche a été découverte en 2001. Et on s'est demandé si c'était elle qui l'avait tué ou pas. L'examen au scanner a permis d'obtenir des radiographies extrêmement détaillées et d'apporter une réponse à cette question. On a pu reconstituer la zone où la flèche est entrée dans le corps avant de perforer une des principales artères du bras gauche. Quand on perd autant de sang, on meurt en 10 ou 15 minutes. On en a conclu qu'Otzi avait été tué par cette flèche.
tué et abandonné dans la montagne. Cette découverte n'a fait qu'ajouter au mystère. Qui était donc Otzi? Quels étaient ses moyens de subsistance? Avec qui vivait-il? Et pourquoi a-t-il été tué? Autant de questions auxquelles il sera difficile de répondre, la conservation de la dépouille momifiée étant extrêmement délicate. Voilà des années qu'Otzi est enfermé dans une chambre froide du musée archéologique du Haut-Adige. Le compartiment qui lui est réservé est maintenu à une température de moins 7 degrés et a été spécialement conçu pour le protéger des risques de décomposition. Hormis les spécialistes chargés de sa conservation, nul n'est autorisé à pénétrer dans la chambre froide. L'homme des glaces est conservé dans un milieu stérile et réfrigéré. L'accès est très limité, car on veut éviter toute contamination extérieure. Oui, je suis prêt. Aujourd'hui, on fait une exception pour Gary Stabb. Gary Stabb est un paléo-artiste qui s'est vu confier la délicate mission de réaliser une réplique exacte d'Otzi. Cette copie 3D sera mise à la disposition des chercheurs, mais aussi du public, qui n'a pas la possibilité de s'approcher de l'original. On ne peut pas laisser entrer dans la chambre froide toutes les personnes qui, dans le cadre de recherche, souhaiteraient examiner la momie. Une copie de qualité permettra aux gens de la voir, de s'en approcher de très près et de l'étudier, sachant que l'examen de l'original présente toujours un risque. Lis de l'ongle du petit doigt, 9 mm. Gary Stabb dispose d'un temps limité pour observer cette dépouille momifiée unique au monde. J'enregistre tout ce que je vois, dans les moindres détails. Il doit réaliser une copie la plus parfaite possible, le frère jumeau d'Otzi. Index de la main droite, 5 mm. Il étudie la couleur et la texture de la peau. Il n'y a plus de kératine sur les ongles. Le visage déformé, Le cartilage est tellement fin. la hanche endommagée. Les tissus mous et les tissus osseux sont extrêmement dégradés. Ça va les rendre très difficiles à reproduire. Pour recréer chaque détail à l'identique, Gary Stabb va devoir en apprendre autant que possible sur l'homme des glaces et son époque, sur sa vie et sa mort, et sur le processus de momification. Quelle est son histoire? En quoi peut-il améliorer notre compréhension du passé? C'est bon? Parfait. Le docteur Edward Egarter Figel met un terme à la visite du paléo-artiste. Otzi n'est plus protégé par son environnement réfrigéré et le risque de contamination bactérienne est trop important. C'est fabuleux. Je n'ai pas vu passer cette demi-heure. Ce moment d'intimité avec la momie me sera très utile. Le produit fini n'en sera que meilleur. Otzi est remis dans son compartiment stérile et Gary Stabb commence à donner vie à son double. Dans un premier temps, les scanners qui ont aidé à établir la cause de la mort seront utilisés pour numériser la momie. Ensuite, grâce à une technologie remarquable, l'impression 3D, Otzi pourra être reproduit à l'identique en 3 dimensions. À partir des scanners, notre logiciel génère le modèle en 3D qui sera imprimé. Ensuite, un deuxième logiciel reconstitue le modèle à partir de plus de 2000 couches superposées. Cette version numérisée d'Otzi est transmise à l'ordinateur qui gère une imprimante de 5,50 m sur 1,50 m appelée le Mammouth. Cette machine permet d'imprimer la réplique en un seul bloc, ce qui est très rare. Dans ce bac immense, 1500 litres de résine liquide dont la consistance rappelle celle du miel chaud seront transformés en une réplique grandeur nature de l'homme des glaces. Des faisceaux laser guidés par l'ordinateur balaient la surface de la résine. Le laser suit les contours de chaque couche du modèle d'Otzi. Et le polymère durcit sous l'effet des ultraviolets.
La solidification prend quelques secondes, après quoi une autre couche très fine est déposée sur l'ensemble et durcie à son tour. L'impression se fait ainsi une couche après l'autre. Pendant près de 3 jours, les faisceaux laser balayent la surface de la résine jusqu'à ce que la moindre petite bosse et le moindre petit creux du corps d'Otzi soient recréés. C'est fascinant. Les technologies les plus avancées servent à imprimer en 3D la plus vieille momie naturelle jamais découverte. Gary Stabb va enfin découvrir le résultat final. Oh là, c'est fantastique. La résine liquide est devenue solide. Les détails du visage sont fabuleux. C'est absolument remarquable. Le corps d'Otzi a été reconstitué au détail près, sous la forme d'une pièce creuse en plastique. Tout en étant merveilleusement translucide, elle reproduit tous les contours de l'original. Le modèle émerge peu à peu, faisant renaître l'homme des glaces. C'était très émouvant de voir Otzi sortir de la résine, de découvrir son visage, ses pieds, sa cage thoracique. Et aussi, c'était hyper stimulant de savoir que j'allais pouvoir travailler sur une impression 3D d'une telle qualité de définition. C'est à partir de cet homme des glaces en plastique que Gary Stabb va faire revivre l'original. C'est formidable de travailler sur une matière d'une seule couleur, car rien ne vient distraire le regard. Et je retrouve toutes les caractéristiques anatomiques que j'ai repérées dans la chambre froide. Pendant que l'artiste examine le modèle en plastique, les scientifiques tentent d'en savoir davantage sur l'homme de chair et de sang. Pour Albert Zink, qui supervise les recherches, les scanners constituent de précieux outils de travail. L'étude des muscles et des articulations peut en effet nous en apprendre beaucoup sur l'histoire et le mode de vie d'Otzi, et peut-être même sur ses moyens de subsistance. Il y a 5300 ans, les hommes vivaient soit de l'agriculture, soit de la chasse et de la cueillette. Simplement, à partir des scanners, il est possible de reconstituer la structure des muscles et les attaches musculaires. Albert Zink constate que la partie supérieure du corps n'a pas été excessivement sollicitée, ce qui exclut a priori qu'Otzi ait eu une activité agricole. Si un homme de cette époque, âgé de 40-50 ans, a exercé une activité manuelle, ses épaules, ses bras et ses mains devraient présenter quelques déformations. Or, ce n'est pas le cas. Les scanners révèlent en revanche que les muscles et les articulations des jambes et du dos sont très endommagés, ce qui laisse penser qu'Otzi se déplaçait sans cesse. Par ailleurs, le cartilage articulaire des genoux et des hanches a été en grande partie détruit, une altération douloureuse caractéristique de l'arthrose et provoquée par l'usure. L'homme des glaces avait des problèmes dans le bas du dos et aussi aux genoux. On sait qu'il avait de l'arthrose et que ça devait le faire souffrir de temps en temps. Otzi est mort dans les montagnes et il y a probablement passé la plus grande partie de sa vie. D'après son apparence physique, on sait que c'était un gros marcheur. Peut-être qu'il portait des choses assez lourdes, qu'il faisait commerce d'une marchandise, qu'il voyageait énormément. En tout cas, on ignore ce qu'était son rôle dans la société. Désireux d'en apprendre davantage sur cet homme mystérieux, les chercheurs pratiquent une sorte d'autopsie. Ils effectuent des prélèvements dans l'organe du corps le plus révélateur du mode de vie d'un être humain, l'estomac. Ils parviennent ainsi à reconstituer le dernier repas d'Otzi, ingéré quelques heures à peine avant sa mort. Certains aliments indiquent que l'homme des glaces était un chasseur. Le contenu de l'estomac est très varié. Il y avait de la viande de bouquetin sauvage, ce qui signifie qu'il se nourrissait en partie de gibier. Mais on a aussi trouvé du petit épeautre, une céréale qui est forcément cultivée. On est face à une énigme à la fois classique et intéressante. Otzi nous livre des messages contradictoires sur sa façon de vivre.
Son estomac contient également différents types de pollen, ce qui implique qu'au cours de ces dernières 48 heures, il est passé par différentes altitudes de la montagne où on l'a trouvé. Otzi semble avoir été un marcheur infatigable dont la vie a été brusquement interrompue. Plus de 5000 ans plus tard, son frère jumeau entame lui aussi un long périple. Après avoir traversé l'Atlantique, le voilà qui arrive enfin à Kearney, dans le Missouri, au cœur de l'Amérique. Dans son atelier, Gary Stabb redonne vie à de vieux fossiles. C'est un grand spécialiste de la paléosculpture. Depuis des années, il fabrique par dizaines des répliques d'animaux disparus. Et voilà. Les commandes lui parviennent de musées du monde entier. Il a sculpté des poissons préhistoriques, des dinosaures grandeur nature et des crocodiles géants. J'ai passé beaucoup trop de temps dans le ventre de ces grosses bêtes. Des plus petits aux plus monstrueux, qu'ils nagent, qu'ils rampent ou qu'ils volent, tous ces animaux se sont éteints il y a des millénaires. Ce qui est fascinant, c'est que 99% des espèces ayant vécu sur Terre ont disparu. Je cours derrière les inondations, les éruptions volcaniques, les phénomènes de mort en masse. Mais j'ai quelques années de retard à rattraper. Disons quelques milliers. 50 à 60 millions parfois. Pour mieux comprendre les animaux qu'il reproduit et le milieu dans lequel il vivait, Gary Stabb se rend aux quatre coins du monde, sur des sites de fouilles et des champs de fossiles. Je travaille surtout pour les musées. Et pour réaliser mes sculptures, je n'ai à ma disposition que des fossiles. J'essaie de redonner vie à des animaux dont personne ne sait exactement à quoi ils ressemblaient. Cette fois, la situation est idéale, car on travaille à partir de l'original. Je n'ai donc qu'à recréer à l'identique ce que je vois. C'est lui ? Gary Stabb doit relever l'un des plus grands défis de sa carrière. Fabriquer la réplique exacte d'Otzi. C'est Noël au néolithique. Le modèle en résine généré par l'imprimante 3D vient d'arriver dans son atelier. C'était fabuleux de le sortir enfin de sa caisse et de le poser sur la table. Il nous faudra des milliers d'heures de travail pour le terminer. La technologie a fourni à l'artiste une excellente base de travail. La pièce en plastique reproduit les dimensions de l'original au millimètre près et sa forme est en tout point identique. La surface, en revanche, doit être retravaillée pour créer l'illusion. On n'est pas au bout de nos peines. Gary Stabb et son équipe vont devoir travailler à l'ancienne. Tout sera entièrement fait à la main. Il n'y a pas un centimètre qui soit facile à faire. Ça va être très dur. Otzi sera reproduit en 4 étapes. Sculpture, moulage, peinture et finition. Et c'est toute l'équipe qui sera mise à contribution pendant des mois. Il y a beaucoup de défis à relever. Il faut recréer la texture de la peau, mais pas seulement. Les détails du visage et ceux des mains aussi. Et il va falloir trouver le moyen de recréer les hanches. Ça va être le plus dur. Vous commencez par les pieds, moi par la tête, et on se rejoint au milieu. Enfin, j'espère. Tout d'abord, il faut noircir l'impression en 3D pour en faire ressortir les contours. On distingue mal les formes sur une matière translucide. On choisit donc un colorant très foncé, très couvrant, et on l'applique sur toute la surface. Ça rend les contours bien plus perceptibles. Ce procédé permet de décider de la marche à suivre à partir de ce qu'on voit. Il y a des milliers, pas des centaines, des milliers de choses à prendre en considération quand on effectue ce genre de travail. Ensuite, Gary Stabb reproduit la peau d'Otzi en utilisant une terre glaise particulièrement malléable. L'argile fine adhère à la résine
et les membres de l'équipe recréent la texture de la peau de la momie au détail près, centimètre par centimètre. C'est l'une des phases les plus délicates du processus. Il faut transformer le plastique en chair. La peau est le plus grand de tous nos organes. Chez l'homme adulte, elle fait en moyenne 1,85 m de surface. Des centaines d'heures seront nécessaires pour reproduire la peau momifiée et très marquée de l'homme des glaces. Prenez ceux qui vous semblent le plus appropriés et faites des essais. Pour réaliser les motifs sur la peau, Gary Stabb utilise des tampons en caoutchouc. J'ai des centaines de tampons. Je sélectionne ceux qui peuvent convenir. Pressés sur l'argile humide, ils permettent d'obtenir toutes sortes d'effets. La peau est constituée de 3 couches superposées. L'épiderme, la couche superficielle, est imperméable et protège le corps des infections. C'est également elle qui définit la couleur de la peau. La couche suivante, appelée derme, est formée de tissu conjonctif et contient des terminaisons nerveuses, les follicules pileux et les glandes sudoripares. Enfin, la couche la plus profonde, l'hypoderme, est constituée de tissu conjonctif de nature graisseuse. Gary Stabb et son équipe recréent le derme d'Ötzi. Sur la momie, son épiderme a en fait presque entièrement disparu. Quand on examine la peau de cette momie, on voit qu'elle est abîmée parce que le corps est resté très longtemps pris dans la glace. Or, la glace n'est pas stable. En été, sous l'effet du réchauffement, elle se transforme en eau. Et quand un corps reste plongé trop longtemps dans l'eau, l'épiderme finit par se détacher. Les cheveux, les poils et les ongles ont pour la plupart également disparu. Suffisamment de peau, de tissus souples et de muscles ont cependant subsisté. Si Ötzi n'est pas la première momie que Gary Stabb reproduit, elle est très certainement l'une des plus extraordinaires. La momification peut être naturelle ou artificielle. Les momies artificielles, comme celles de l'Égypte ancienne, sont le fruit de la volonté humaine de préserver le corps du défunt. L'important, c'est que la momification ait lieu immédiatement, afin que le processus naturel de décomposition soit bloqué dès le départ. L'une des momies artificielles les plus célèbres du monde est celle de Toutankhamon. Le pharaon égyptien a été embaumé, puis recouvert d'une résine noire fondue qui a protégé la peau. En revanche, la momification d'Ötzi et celle des corps découverts sur les sommets des Andes ou dans les tourbières du nord de l'Europe est uniquement le résultat de conditions environnementales particulières. L'homme des glaces est une momie naturelle. C'est dans des conditions naturelles que le corps s'est retrouvé piégé dans la glace. Par ailleurs, les tissus contiennent encore de l'eau, ce qui rend leur conservation très difficile. Un heureux hasard a fait que le corps d'Ötzi nous est parvenu, mais il aurait pu disparaître à jamais. Son corps gisait dans une petite tranchée, bordée de part et d'autre de gros rochers. Par chance, cette tranchée s'est remplie d'une couche de 3 mètres de neige et de glace, ce qui a empêché la dépouille d'être emportée par l'eau glacée qui dévalait la pente. C'est aussi ce qui la rend unique. C'est une des rares momies prises dans la glace qui existe. La seule en tout cas de ce type dans les Alpes. La glace a préservé Ötzi, mais a également fini par l'écraser. C'est ce corps complètement aplati que doit reproduire Gary Stabb. Après des semaines de travail, la copie en résine est désormais entièrement recouverte d'une couche d'argile blanche qui recrée la texture de l'original. Mais pour finir de sculpter le visage, Gary Stabb a été contraint de détacher la tête du reste du corps. C'est beaucoup plus pratique. La tête doit être exactement à la bonne place.
de façon à ce qu'on puisse se concentrer et travailler tout le temps nécessaire sans s'épuiser physiquement. Le visage d'Otzi réclame en effet la plus grande attention. C'est ce qui va attirer le plus les regards. Ce sont essentiellement ses yeux et son visage que les gens vont observer. Et ce sont eux qui lui donneront toute son humanité. Il est vraiment effrayant, avec un côté un peu grotesque. La lèvre s'est retroussée parce qu'il était étendu à plat ventre sur un rocher et que le poids lui a écrasé tout le visage. C'est très difficile de savoir exactement ce qui est arrivé à son nez. Or, pour pouvoir le reproduire fidèlement, je dois d'abord comprendre ce que je vois. Je finirai sans doute par mieux connaître son visage que sa propre mère. Voilà des mois que l'équipe sculpte l'argile, fait des moulages et recrée au plus infime détail près le corps de l'homme des glaces. Le moment est venu maintenant pour Gary de s'attaquer à la partie la plus visible de son travail. Ça devient passionnant. La peinture. Je peux enfin appliquer la couleur. C'est sympa à faire. Et c'est génial de voir le corps prendre vie grâce à la couleur. Du bord des yeux à la pointe des orteils, Gary Stab va devoir reproduire à l'identique chaque détail de la peau de l'original. Y compris des marques très mystérieuses. De nombreuses séries de traits parallèles et 2 croix. Ces dessins sont des tatouages, ce qui fait d'Otzi la plus vieille momie tatouée jamais découverte. C'est compliqué, il y en a plein. Oui, il est couvert de tatouages. Depuis une vingtaine d'années, Marco Samadelli fait partie de l'équipe chargée de la conservation de l'homme des glaces. Comment vous les avez classés? Il est chercheur et a récemment décidé d'inventorier tous les motifs dessinés sur le corps d'Otzi. On a découvert 61 tatouages. Ça fait beaucoup d'encre. C'est très difficile de distinguer des tatouages sur une momie vieille de 5000 ans. Les recherches de Marco Samadelli ont permis de révéler des détails jusque-là insoupçonnés, grâce à l'utilisation d'une caméra sensible au rayonnement invisible. Le procédé d'imagerie multispectrale permet de discerner ce qui n'est pas observable à l'œil nu. Cette technique nous a permis de tout voir, dans les moindres détails, même ce qui se cachait sous la peau de la momie. Jusque-là, le nombre et l'emplacement exact des tatouages sur le corps d'Otzi restaient un mystère. On a fait par exemple la découverte très importante d'un nouveau tatouage. 4 traits parallèles sur la partie droite de la cage thoracique. Cette technique nous a permis de voir et de cartographier tous les tatouages. 61 tatouages répartis en 19 groupes sur tout le corps. L'archéologue Aaron Dieter Wolf étudie la fonction des tatouages dans les cultures anciennes. Cette pratique remonte à extrêmement loin dans l'histoire de l'humanité. Elle existe depuis au moins 16 ou 18 000 ans. Les gens se font tatouer pour toutes sortes de raisons, en fonction de leur culture et de l'endroit où ils habitent. Aaron Dieter Wolf s'est rendu dans l'atelier de Gary Stab pour lui expliquer comment et pourquoi, selon lui, Otzi s'est fait tatouer. On va travailler sur la peau de cochon parce qu'elle est très semblable à la peau humaine. Et on va utiliser ces reproductions d'outils pour y dessiner les marques observées sur le corps d'Otzi. D'après l'archéologue, ces tatouages ont vraisemblablement été réalisés selon une technique très répandue dans l'Antiquité. À l'aide d'une pointe effilée, probablement taillée dans de l'os, on perfore la peau et on fait pénétrer une encre à base de charbon de bois dans les incisions minuscules. Vous trempez la pointe de l'outil. D'accord. Et ensuite, l'incision doit être très peu profonde. L'analyse chimique et l'étude au microscope ont révélé que les traits noirs sur le corps de la momie contiennent essentiellement du carbone et des fragments de silice. Ces 2 éléments ont probablement été ramassés autour d'un feu de bois. Quelle profondeur? Moins d'1 millimètre. Moins d'1 millimètre? Il faut juste sentir la peau céder. Le trou doit être minuscule. Oui, on n'entaille que l'épiderme.
Je pensais que ce serait un peu plus facile. Il faut faire des centaines d'incisions pour obtenir un trait continu. Je refais exactement le même geste avec mon pinceau. Vu le mal que j'ai eu à dessiner ces tatouages sur de la peau de porc, on imagine la souffrance qu'Otzi a dû endurer. Très peu pour moi. Pourquoi l'homme des glaces se serait-il donc soumis à une telle épreuve? Et non pas une, mais des dizaines de fois. Il semble, de l'avis général, que les tatouages d'Otzi ne soient ni décoratifs ni symboliques. Pour Aaron Dieter Wolf et d'autres spécialistes, leur emplacement pourrait permettre d'expliquer leur fonction. Un certain nombre de marques semblent être localisées sur des zones du corps portant des traces de maladie ou de blessures. Otzi avait de l'arthrose dans le bas du dos. On trouve des tatouages dans la région lombaire. Il avait de l'arthrose dans le genou droit. On trouve des tatouages dans le creux du genou droit. Il avait de l'arthrose dans les chevilles. On trouve un certain nombre de tatouages autour des deux chevilles. Très récemment, on a découvert une nouvelle série de traits sur la partie inférieure droite de la cage thoracique. Or, entre autres maladies, Otzi avait des calculs dans la vésicule biliaire et des parasites dans le côlon, deux organes qui ne sont pas très éloignés de cette zone. Ces tatouages avaient donc peut-être pour fonction de soulager la douleur. Cet usage est connu de nombreuses cultures depuis fort longtemps. La pratique du tatouage thérapeutique est avérée partout dans le monde. En Inde, en Asie du Sud-Est, en Amérique du Nord et dans l'Arctique américain. Les marques sur le corps d'Otzi sont les témoignages les plus anciens jamais découverts de cette pratique médicale. Mais ce n'est peut-être pas le seul traitement utilisé par l'homme des glaces pour se soigner. Dans les forêts du nord de l'État de New York, l'archéologue Patrick Hunt s'intéresse aux champignons sauvages. Accompagné du mycologue David Work, il est à la recherche de deux variétés spécifiques, celles-là même que l'homme des glaces portait sur lui il y a 5300 ans. Cette forêt ressemble beaucoup à celle que devait parcourir Otzi dans le Tyrol, et qui sont composées d'arbres à feuilles caduques et persistantes. Voilà un spécimen magnifique. On doit pouvoir retourner cette souche. Pas vraiment. Quand on a sur soi deux types de champignons, c'est qu'on sait que chacun remplit une fonction particulière. Le premier, appelé amadouvier, est souvent utilisé pour faire du feu. Une fois séché, il brûle facilement et pendant longtemps. Le deuxième, dont Otzi avait enfilé des morceaux sur des lanières en cuir, est un polypore du bouleau. Je vais cueillir celui-là. La plupart des chercheurs pensent que l'homme des glaces utilisait cette variété pour une raison bien précise, ses propriétés antiseptiques. On peut aussi enlever les couches de spores et appliquer ce morceau directement sur une plaie. Ça sert d'antibactérien et d'antiviral. J'ai une coupure là. On va mettre ça dessus. Et on le maintient en place avec un brin d'herbe. On a notre pansement. Et pas besoin de bactéricide. Il est déjà dans le polypore. D'accord. C'est pratique. Il est également possible que l'homme des glaces ait ingéré ce champignon, utilisé plus systématiquement comme antidouleur à l'âge de pierre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il possède exactement les propriétés qui permettent de soigner ce dont souffrait Otzi. C'est d'ailleurs pour certaines de ces propriétés qu'il a été employé à l'époque moderne. Otzi est le plus vieil être humain dont on a la preuve qu'il connaissait ses propriétés. On pensait qu'il s'agissait d'une découverte relativement moderne. Manifestement, ça fait très longtemps que ces traitements sont connus. En dévoilant peu à peu ses secrets, l'homme des glaces contraint scientifiques et historiens à revoir leur vision du passé. Gary Stabb est quant à lui confronté à un défi d'une toute autre nature. Depuis qu'il a étudié la momie dans la chambre froide, il sait que la hanche peut être déchiquetée par un charognard après la mort d'Otzi, va lui donner du fil à retordre. Les animaux s'attaquent en premier à cette partie du corps.
les charognards. Ils sont irrésistiblement attirés. La hanche est très difficile à reproduire. À elle seule, elle va me donner autant de travail que tout l'ensemble. Pendant que les membres de l'équipe fabriquent des centaines de tendons à partir de fibres naturelles effilochées et plongées dans de la paraffine, Gary Stab reconstitue le postérieur de la momie. Ce qui rend les choses compliquées, c'est qu'on a des muscles desséchés couverts par des tendons, puis des tendons effilochés attachés à l'os, l'os lui-même, l'os spongieux, et la moelle à l'intérieur de l'os qui s'est fracturée et disloquée. Il y a aussi des tissus souples qui recouvrent l'os de ce côté. Ensuite, on a le gros intestin, qui est visible et fragmenté, et les substances qu'il contient. Et pour finir, on a un dépôt de graisse ici. Rien que dans cette partie du corps, il y a tellement d'éléments différents à reproduire que c'est, et de loin, le projet le plus difficile de toute ma carrière. Recréer la hanche de l'homme des glaces va prendre des semaines. De leur côté, les scientifiques tentent d'en apprendre toujours davantage sur l'homme lui-même en analysant la source d'information disponible la plus riche, son ADN. Seule la génétique fournit certains éléments. L'ADN est le support de l'information génétique de chaque être vivant. Il est composé de 4 éléments chimiques appelés bases et représentés par leurs initiales A, C, G et T. Ces éléments sont situés sur la double hélice de la molécule d'ADN et répartis sur les 23 paires de chromosomes contenus dans chaque cellule. Ce code génétique contient toutes les informations nécessaires au développement et au fonctionnement de l'organisme. Ötzi est l'un des premiers Européens de la préhistoire dont le génome a été entièrement séquencé, ce qui a livré des indications précises sur son apparence physique et sa santé. C'est un gène situé sur le chromosome 15 qui détermine très probablement la couleur des yeux. Si on a une paire de G sur le même emplacement, il y a des chances pour que la personne ait des yeux bleus. Ötzi a hérité d'un A de chacun de ses parents, ce qui semble indiquer qu'il avait les yeux bruns. Sur le chromosome 12, la présence de 2 T implique qu'il avait également des cheveux bruns. D'autres chromosomes nous en apprennent encore davantage sur l'homme des glaces. On sait désormais qu'il appartenait au groupe sanguin O, et même qu'il était prédisposé à l'artériosclérose, une maladie cardiaque souvent associée à notre mode de vie moderne. Les scientifiques ont également découvert des séquences d'ADN de la bactérie responsable de la maladie de Lyme, ce qui fait d'Ötzi le premier cas connu touché par cette infection. Mais qu'en est-il de ses origines? Qui étaient donc ses ancêtres? Ce qui est fascinant à propos de l'ADN, c'est que ce sont les mutations qui font de nous ce que nous sommes. Le matériel génétique hérité de nos parents nous relie à tous nos ancêtres. En comparant l'ADN de différents individus et populations, on peut se faire une idée très précise de qui étaient nos ancêtres et d'où ils étaient originaires. Dans le cas d'Ötzi, il est d'autant plus important de trouver des réponses à ces questions qu'il vivait à une époque de grands bouleversements pour l'Europe préhistorique. Les hommes se sédentarisaient peu à peu et leur vie connaissait de profonds changements. Ötzi a vécu un moment extrêmement important de l'histoire européenne, puisqu'on est passé d'un mode de vie basé sur la chasse et la cueillette à une société essentiellement agricole. Ötzi vit à une période transitoire où 2 cultures très importantes se mêlent l'une à l'autre. Celle des chasseurs-cueilleurs et celle des premiers agriculteurs. Culturellement parlant, c'est une période de transition. Il y a 45 000 ans, les premiers hommes modernes arrivent en Europe. Pour se nourrir, ils pratiquent la cueillette de plantes et de fruits et chassent le gibier. Il y a environ 7000 ans, tout commence à changer avec l'apparition de l'agriculture. Enfin, il y a quelques 5000 ans, les chasseurs-cueilleurs ont pratiquement disparu du continent.
Cette mutation est l'une des plus révolutionnaires de l'histoire de l'humanité. Quel était donc le mode de vie d'Otzi? Était-il issu d'un de ces anciens groupes de chasseurs-cueilleurs qui sillonnaient encore certaines régions d'Europe? Ou appartenait-il à un peuple agricole qui menait une vie sédentaire au pied des Alpes? Pour le savoir, les chercheurs ont étudié l'équipement retrouvé à ses côtés dans la glace. Quand on découvre le corps de quelqu'un qui est mort il y a 5000 ans, en général, tout ce qui reste, ce sont les ossements. Ce qui est fabuleux dans le cas d'Otzi, c'est que comme il a été trouvé dans un glacier et qu'il est resté figé dans le temps pendant plus de 5000 ans, tout est parvenu jusqu'à nous. Ses vêtements, ses outils. Parmi les objets récupérés dans la glace, il y a un bonnet en fourrure, des jambières en peau, des chaussures en peau de cerf garnies de foin, un arc d'1,82 m et un carquois contenant 14 flèches. Pour tailler des hampes, on choisirait les mêmes arbres que lui, cornouiller et viorne. Ils ont des branches très droites, faciles à couper, et ils sont prolifiques. Ces armes, quoique fabriquées par une main experte, semblent appartenir à un homme forcé de chasser pour se nourrir. D'autres objets sont en revanche plus raffinés. La hache, par exemple, dont la lame en cuivre est l'un des outils en métal les plus anciens jamais découverts en Europe, est la marque d'une société plus avancée, basée sur l'agriculture. L'ADN de l'homme des glaces pourrait-il aider les chercheurs à résoudre enfin le mystère de ses origines? Les scientifiques étudient plus particulièrement les mutations, ces erreurs qui affectent de manière aléatoire, au moment de la réplication, les milliards d'éléments chimiques qui composent notre code génétique, tous ces A, T, G et C. Le génome humain est constitué de 3 milliards de ces bases associées. De temps en temps, une mutation se produit qui finit par se répandre. Ces modifications introduisent une variabilité génétique qui se transmet de parent à enfant. Plus deux personnes seront génétiquement apparentées, plus leur ADN présentera les mêmes variations. De quel groupe Otzi est-il donc le plus proche? Des chasseurs-cueilleurs ou des agriculteurs? Il n'y a qu'une façon de le savoir. En analysant les échantillons d'ADN d'autres hommes préhistoriques, agriculteurs ou chasseurs-cueilleurs, qui ont vécu dans différentes régions d'Europe à différentes périodes. Les scientifiques ont analysé l'ADN de dizaines de corps exhumés dans des sites archéologiques disséminés sur tout le continent. Certains ossements dataient d'il y a 45 000 ans, c'est-à-dire d'une époque où la chasse était le seul moyen de subsistance, tandis que d'autres provenaient d'habitats agricoles vieux de 7000 ans. Le résultat des recherches ne laisse pas de place au doute. Il est apparu clairement que tous les individus classés par les archéologues dans la catégorie des agriculteurs étaient plus proches d'Otzi. L'ADN de l'homme des glaces révèle que ses ancêtres étaient des agriculteurs présents en Europe près de 2000 ans avant sa naissance. Mieux encore, les mêmes caractéristiques génétiques ont été découvertes dans des ossements provenant de sites agricoles parmi les plus anciens du monde. Ces derniers se trouvent dans l'actuelle Turquie, ce qui semble indiquer que des agriculteurs ont migré vers l'Europe et ont essaimé dans presque tout le continent, jusqu'à en faire disparaître la plupart des chasseurs-cueilleurs, et leur génome avec. Qu'est donc devenu l'ADN d'Otzi? Notre homme des glaces aurait-il des descendants en vie aujourd'hui? Seule la comparaison de son génome à celui d'échantillons prélevés sur des populations actuelles de toute l'Europe permet de répondre à cette question. On a été surpris par le profil génétique d'Otzi.
Quand on a commencé son analyse ADN, on s'est dit « Ah, il était probablement italien. » Non, il n'était pas proche des Italiens. Des Autrichiens peut-être. Non, il n'était pas proche des Autrichiens. Des Européens de l'Est, non plus. Des Nord-Africains, non plus. Mais d'où était-il alors? Il s'est avéré, à notre grand étonnement, que ses parents les plus proches vivaient en Sardaigne. On ne s'y attendait pas du tout. Ötzi était-il donc sarde? Pas nécessairement. Au moment de sa naissance, il y a 5300 ans, la plupart des Européens, y compris les Sardes, présentaient très probablement des caractéristiques génétiques semblables, héritées des premiers agriculteurs du continent. Mais au cours des 5000 dernières années, l'arrivée de nouvelles vagues d'immigrants a provoqué un brassage génétique dans toute l'Europe, sauf en Sardaigne. La population de cette île isolée et son ADN sont restés relativement stables à travers les millénaires. La première vague d'agriculteurs qui a submergé l'Europe est arrivée jusqu'en Sardaigne et s'y est établie. Et ces traces génétiques s'y sont maintenues. Ce sont donc les Sardes, les plus proches parents d'Ötzi. Cela fait maintenant 5 mois que dans son atelier du Missouri, Gary Stabb travaille sur la réplique de l'homme des glaces. Si en regardant ça, ils peuvent avoir l'original sous les yeux, c'est que j'aurai atteint mon but. Tout ce qui compte, c'est le produit fini. C'est Ötzi. Avant que la copie ne soit déclarée terminée, un œil expert va s'assurer de sa fidélité à l'original. Bonjour. Albert Zink, de l'Institut des momies et de l'homme des glaces, est venu d'Italie examiner le travail du paléosculpteur. Je suis extrêmement tendu. S'il est ici, c'est parce que c'est la personne qui connaît le mieux la momie. Mon but, c'est que l'espace d'une seconde, il ait vraiment l'impression de voir Ötzi. Je dois vous dire que c'est de l'excellent travail. Je suis vraiment impressionné. C'est bluffant. Tant mieux. À un moment, je me suis dit que c'était dangereux de laisser la momie comme ça, à température ambiante, avant de réaliser que c'était la réplique. Vous avez réussi à donner le sentiment que ce qu'on voit, c'est un être humain qui a vécu il y a très longtemps. C'est un vrai chef-d'œuvre. Pour les chercheurs, c'est formidable, car cette réplique permet un examen beaucoup plus détaillé. En y ajoutant les données à notre disposition, on va tous pouvoir progresser dans nos recherches. Maintenant qu'Albert Zink a donné son approbation, Gary Stabb va pouvoir montrer au monde le fruit de son travail. Il a apporté la réplique d'Ötzi au laboratoire Cold Spring Harbor de New York, l'un des plus grands centres de recherche génétique de la planète. Gary Stabb est aussi ému qu'un parent le premier jour d'école. Je suis légèrement stressé. La route a été très longue. Et cette journée marque l'aboutissement d'un gigantesque projet. Pendant des années, le laboratoire Cold Spring Harbor a été dirigé par James Watson, le co-découvreur de la structure en double hélice de l'ADN. C'est remarquable. Ça a été passionnant de travailler sur de l'ADN vieux de 5000 ans. Ötzi n'aurait jamais pu imaginer que des milliers d'années plus tard, sa vie et sa mort intéresseraient des chercheurs du monde entier. Et la relève semble déjà prête. Ce qui est incroyable,
c'est que grâce au progrès technologique, Otzi ne cesse de nous révéler ses secrets. On a beau analyser de façon répétée le même échantillon, à chaque fois, il soulève de nouvelles interrogations et fournit de nouvelles informations sur l'histoire de l'humanité et sur Otzi lui-même. Rien ne semblait devoir arrêter l'homme des glaces, jusqu'à ce qu'une flèche mette un terme à son aventure. Mais son dernier voyage dans la montagne l'a emmené beaucoup plus loin qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Il a fait de lui l'un des êtres humains les plus célèbres et les plus fascinants que la Terre ait portés.